Bonjour, je m'appelle Rowan. Noël aurait dû nous réunir. Au lieu de ça, ma mère a pointé du doigt mon grand-père en fauteuil roulant et a craché « Tu es inutile ». Dehors. Quand je l'ai défendu, mon père m'a frappé si fort que j'ai vu des étoiles. Prends ce vieil homme et pars. Et c'est comme ça que nous avons été jetés dans la neige comme des ordures. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'homme qu'ils avaient mis de côté possédait tout ce qu'ils vénéraient. Et quand il s'est levé, il n'a pas seulement marché. Il a réduit leur héritage en cendres. Ce qui s'est passé ensuite? Même le diable en aurait frissonné. La neige tombait depuis midi, du genre qui semble douce depuis la fenêtre, mais qui pique quand elle touche votre peau. La maison brillait, tout en or, argent et verre. Le genre de Noël pour lequel ma mère vivait. Elle appelait ça la tradition, bien que je n'ai jamais compris de quelle tradition il s'agissait. Peut-être juste la sienne. Le feu dans l'âtre en marbre était trop parfait. Chaque bûche était inclinée comme si un photographe l'avait arrangée. Mon père était assis en bout de table, la posture droite comme un i, portant ce costume bleu marine sur mesure qui, selon lui donnait un air présidentiel. Ma mère, Lorraine, flottait dans sa robe à paillettes, corrigeant les plis des serviettes et souriant à personne en particulier. Et puis il y avait mon grand-père, Ephraim. L'homme qui avait tout construit, le vignoble, le domaine, la fortune qui alimentait chaque verre de champagne dans cette pièce, était maintenant assis à l'autre bout de la table dans un fauteuil roulant qui semblait trop petit pour sa fierté. Il l'avait placé près de la fenêtre comme s'il faisait partie du décor. À côté de lui, une chaise était vide. Personne n'osait la prendre. J'étais assis vers le milieu, essayant de respirer à travers cette joie artificielle. Le bourdonnement des conversations, le bruit des couverts, la faible musique de Noël provenant de la pièce voisine. Tout semblait comme si quelqu'un avait appuyé sur pause dans la vie. Personne ne regardait Ephraim. Tout le monde agissait comme si l'homme qui nous avait tous rendus possibles était déjà parti. Le dîner a commencé avec la voix de ma mère tranchant le silence. À la famille, dit-elle en levant son verre. À un héritage qui continue de croître. Tout le monde a répété, à la famille, et a trinqué. Tout le monde sauf Ephraim. Sa main tremblait alors qu'il essayait de lever la sienne. Le verre a glissé, renversant du vin rouge sur la nappe blanche. Le bruit était faible, mais le silence qui a suivi était suffocant. Le sourire de ma mère s'est brisé. Tu es inutile, siffla-t-elle. Tu ne peux même plus tenir un verre. Les mots ont frappé plus fort que le son du verre roulant sur le sol. Mon père n'a pas bronché. Ma sœur Clara a détourné le regard. Les invités ont fait semblant de ne pas entendre. J'ai regardé Ephraim, ses mains tremblant toujours, ses yeux baissés vers la nappe comme s'il venait de renverser du sang. J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. J'avais déjà vu cette scène se jouer. Chaque année, une nouvelle façon d'effacer l'homme qui avait tout construit. La chaise à côté de lui a de nouveau attiré mon attention, celle qui était vide. C'était à la fois une invitation et un avertissement. J'ai commencé à me diriger vers elle, mais les yeux de mon père ont croisé les miens. Froid, contrôlant. Je me suis figé. Mon grand-père a murmuré, « Désolé, ma chère ». Sa voix à peine audible. C'en était trop. Quelque chose en moi s'est brisé. J'ai repoussé ma chaise. Ne lui parle pas comme ça. Toutes les fourchettes se sont arrêtées en l'air. Tous les souffles se sont retenus. Ma mère a cligné des yeux comme si elle ne pouvait pas croire ce qu'elle avait entendu. La voix de mon père est venue, basse et stable. Tu n'embarrasseras pas ta mère dans cette maison. Je me suis redressé, mon pouls battait dans mes oreilles. Vous l'avez déjà fait. L'atmosphère est devenue électrique. Puis est venu le son poing s'abattant sur la table. Le verre de vin s'est de nouveau renversé, des traînées rouges saignant sur le tissu blanc. Il se tenait debout, me dominant. Tu te prends pour un homme maintenant? Alors sors. Emmène-le avec toi. La voix de ma mère a suivi, plus froide que la neige dehors. Prends ce vieil homme et pars. Pendant une seconde, personne n'a bougé. Puis j'ai contourné la table, mais pas résonnant comme des coups de feu dans le silence. Je suis allé vers Ephraim, j'ai posé une main sur son épaule et j'ai tourné son fauteuil roulant vers la porte. Sa main a effleuré la mienne, froide, légère, tremblante. Le majordome a ouvert la porte sans un mot. L'air extérieur était mordant. Des flocons de neige se sont pris dans mes cheveux alors que nous sortions sur le porche.
Derrière nous, les rires ont repris, doux et creux. J'ai regardé en arrière une fois à travers la vitre givrée. Ils mangeaient déjà, prétendant que rien ne s'était passé. La voix des freins a brisé le silence. Laisse tomber, mon garçon. Parfois, le silence est la seule réponse. J'ai hoché la tête, bien que ma gorge me brûlât. Peut-être, ai-je murmuré, mais le silence n'a jamais rien arrangé. Il n'a rien dit de plus. Je l'ai aidé à descendre la rampe, la neige crissant sous mes bottes. Quand nous avons atteint le bout de l'allée, il s'est arrêté et a fouillé dans la poche de son manteau. Sa main en est sortie tenant une petite montre de poche en argent, sa surface usée et lisse. Cette horloge ne ment pas, dit-il en la plaçant dans ma main. Tu te souviens de ça? Le métal était chaud de sa paume, tic-tacant doucement, trop vivant pour la nuit que nous vivions. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire, mais quelque chose dans son ton m'a fait la serrer fort. Nous avons continué à marcher, le bruit des pneus au loin, les phares traversant la neige comme des fantômes qui passent. Le vent me piquait le visage, mais je ne sentais plus le froid. Derrière nous, le manoir brillait, une cage dorée s'estompant dans la tempête. J'ai regardé une fois de plus les lumières vacillant à travers la neige, puis la montre tic-tacant régulièrement dans ma paume. C'était la nuit où notre lignée s'est brisée. Mais les lignées ont d'étranges façons de se souvenir de qui les a vraiment bâties. Cette pensée s'était à peine installée dans ma poitrine que son poing a heurté mon visage. Ce n'était pas de la rage. Ce n'était même pas de la colère. C'était quelque chose de brut, de primal, un éclair de rouge, puis le craquement sur ma mâchoire. Mes oreilles ont bourdonné. Le visage de mon père était au-dessus de moi, déformé en quelque chose que je ne reconnaissais pas. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait aussi renverser la table, juste pour prouver qu'il le pouvait. Le verre de vin a explosé sur le sol à côté de moi, ses bords tranchants captant la lumière des bougies. Je n'ai même pas senti la douleur, juste le son et le silence qui a suivi. C'était plus fort que le coup de poing. Ma mère a eu un hoquet, mais ce n'était pas de l'inquiétude. C'était de l'agacement, comme si j'avais embarrassé son dîner. Elle a serré ses perles comme si je les avais cassées. Personne ne s'est levé. Personne n'a demandé si j'allais bien. Ils ont juste regardé, ou pire, détourné le regard, et ont tout jeté dans la poche de mon manteau. La vieille montre tic-taquait, régulière, moqueuse même. Le temps avançait. La famille, non. Gavin m'a attrapé par le col et m'a tiré vers le haut comme si j'étais un ivrogne dans un bar miteux. Toi et ce vieil homme inutile, sortez de ma maison. J'ai titubé sur mes pieds, du sang coulant du coin de ma bouche. Je l'ai essuyé avec le dos de ma main et j'ai rencontré ses yeux. Tu veux dire sa maison? Ça l'a frappé plus fort que mon poing n'aurait jamais pu le faire. Pendant une seconde, quelque chose a vacillé sur son visage. Quelque chose proche de la honte, mais ça a disparu. Lorraine était maintenant debout, elle aussi. Tu n'es rien sans nous. Sa voix s'est brisée comme du verre fin. Je n'ai pas répondu. Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'à Ephraim, et sans un mot, je l'ai poussé en fauteuil roulant vers la porte d'entrée. Personne ne m'a arrêté. Personne n'a dit au revoir. La porte a claqué derrière nous, scellant la nuit comme un cercueil. Dehors, le froid était immédiat, vif. Mes mains se sont gelées sur les poignées métalliques du fauteuil roulant. La neige tombait de côté maintenant, poussée par un vent qui hurlait comme s'il savait que nous n'avions plus notre place nulle part. Je n'ai rien dit. Je voulais croire que ton père ferait mieux, a marmonné grand-père. Vraiment. J'ai gardé les yeux droits devant. Il a fait exactement ce que tu lui as appris. Le silence et le contrôle. Il n'a pas argumenté. Ce silence entre nous. C'était différent. Pas le genre qui cache, le genre qui écoute. Le portail est apparu. En le passant, les lumières du manoir se sont brouillées derrière nous, avalées par la tempête. Nous avons atteint le camion. J'ai aidé Ephraim à monter sur le siège passager et j'ai plié le fauteuil à l'arrière. Le vent me poussait dans le dos comme s'il voulait que je parte plus vite. À l'intérieur de la cabine, le silence semblait plus lourd. Le chauffage a grogné pour s'animer, et j'ai démarré le moteur. Les phares ont éclairé la neige devant nous comme un tunnel vers nulle part. Nous avons roulé. Je ne savais pas où regarder. Alors, j'ai regardé en arrière, pas physiquement, mais dans ma tête. Les toasts de maman chaque année, toujours sur l'héritage, toujours sur la construction de quelque chose.
Mais le nom d'Efrain avait disparu des discours depuis longtemps. Papa avait l'habitude de me prendre à part après le dîner. Sois un homme, Rowan, disait-il. Ne laisse pas l'émotion te rendre faible. Pendant ce temps, ils éloignaient grand-père de plus en plus de la table chaque année, comme s'il faisait partie des meubles dont on ne sait que faire. Chaque année, je me murmurais, il construisait des murs plus hauts et enterrait l'amour plus profondément en dessous. Efrain ne parlait pas. J'ai jeté un coup d'œil. Il regardait droit devant lui, la mâchoire serrée, les mains jointes. Les bleus sur mon visage ne correspondaient pas à ceux dans ses yeux. Les siens étaient plus profonds. Nous avons atteint la vallée. La vieille maison du vignoble se tenait sombre mais fière. Plus petite que le manoir, mais réelle. Honnête. Je me suis garé. Nous sommes restés assis un moment, laissant le moteur ralentir son tic-tac. Je vais ouvrir la porte, ai-je dit. À l'intérieur, l'air était calme. Ça sentait le vieux chêne, les herbes séchées et les souvenirs. Les lumières étaient faibles, mais l'endroit n'avait pas besoin de grand-chose pour se sentir vivant. Efrain a insisté pour faire bouillir de l'eau pour le thé lui-même. Je l'ai regardé essayer de soulever la bouilloire. Ses jambes ne bougeaient pas, mais son entêtement, si. Je suis intervenu, doucement, j'ai écarté sa main et j'ai pris le relais. Il s'est assis à la table, me regardant avec ce regard calme qui était le sien. Tu n'aurais pas dû faire ça, dit-il. Te défendre? Ils te haïront maintenant. Ils me haïssaient déjà. Il a souri, non pas de joie, mais avec une sorte de paix, comme si j'avais enfin dit ce qu'il pensait depuis des décennies. Nous avons bu du thé à la lueur des bougies, la neige dansant contre la fenêtre. Ce vignoble, a-t-il commencé, a survécu à plus de choses que la plupart des gens ne le savent. Des incendies, des inondations, de mauvaises récoltes, des partenaires essayant de le voler. Mais l'orgueil, il a secoué la tête. L'orgueil a fait le plus de dégâts. J'ai hoché la tête, ne sachant pas quoi dire. Le fruit ne devient sucré qu'après les années amères, a-t-il ajouté. J'ai baissé les yeux sur la montre de poche toujours dans ma main. Le tic-tac semblait plus lent maintenant, comme s'il s'était adapté au rythme de cet endroit. Il a siroté son thé, fixant les flammes dans la cheminée. Puis, calmement, il a dit, demain, tu viendras avec moi à la cave. Il y a quelque chose que tu dois voir. J'ai haussé un sourcil, sentant encore le poids de la nuit peser derrière mes yeux. Qu'y a-t-il dans la cave? Il ne m'a pas regardé, a juste souri doucement. La vérité est peut-être ton héritage. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, car quand un homme comme lui parle de vérité, cela signifie généralement que quelqu'un a caché un mensonge. Le vieux canapé a grincé sous moi alors que je bougeais, écoutant le vent battre contre les murs du vignoble. La lumière du soleil du matin s'est finalement glissée à travers les fenêtres givrées, déposant des traînées d'or sur le sol en bois poussiéreux. La pièce sentait le vieux raisin, les herbes séchées et le calme. Je me suis assis lentement, chaque muscle endolori comme si j'avais mené une guerre. Ma mâchoire me lançait. J'ai attrapé mon téléphone. Toujours pas de message, pas d'appel manqué, juste le silence. Pas même de ma sœur. Dans les familles comme la mienne, le silence n'était pas une absence. C'était une punition. Je suis entré dans la cuisine. Efrain était déjà debout, vêtu d'une chemise en flanelle et lisant un vieil exemplaire du Denver Post, comme si nous n'avions pas été exilés de notre lignée moins de 12 heures auparavant. Tu as dormi comme une pierre, ai-je marmonné en versant du café dans une tasse en céramique ébréchée. Il n'a pas levé les yeux. Quand on a vécu assez longtemps, la trahison cesse d'être une surprise. La vapeur de ma tasse s'est enroulée dans l'air. Je l'ai fixée un moment, sans boire. Quelque chose en moi refusait toujours de se calmer. 3 Noëls auparavant. Même table, même maison, température différente, mais à peine. C'était l'idée de Lorraine. Une grande fête de Noël avec des sculptures de glace, un harpiste, de la porcelaine à bord doré et des invités triés sur le volet des cercles d'affaires de Gavin. Les invitations avaient été envoyées un mois à l'avance. Tout le monde en a reçu une, sauf moi. Je ne l'ai su que parce que ma sœur a accidentellement envoyé un texto de groupe sur l'arrivée du camion du traiteur. Quand je suis arrivé, le voiturier ne m'a pas reconnu. Il a failli m'envoyer à l'arrière avec les serveurs. À l'intérieur, le tableau d'entrée affichait des noms en cursive fantaisiste, organisés par Gavin et Lorraine Derel avec des remerciements spéciaux à la famille, mais aucune mention de la mienne, pas même mes initiales.
Ce n'était pas une erreur. C'était un rasoir. À un moment donné de la soirée, un homme de la société d'investissement de Gavin m'a pris pour un membre du personnel et m'a tendu son manteau. J'ai regardé Lorraine, m'attendant à ce qu'elle le corrige. Elle a souri à la place, n'a pas dit un mot. J'ai donné le manteau à quelqu'un d'autre et je suis sorti sur le balcon. C'est cette nuit-là que j'ai réalisé pour la première fois que ma place dans la famille n'était pas seulement inférieure. Elle était hors jeu. Le café était amer. J'ai finalement bu. Tu te souviens de l'année où papa ne nous a pas laissé trinquer, ai-je demandé, sans regarder Efrain. Il a hoché la tête. Le discours sur la génération de l'excellence. Ouais, celui-là. Nous étions tous assis, le vin versé par l'un des assistants de papa comme toujours. Le verre de tout le monde était plein, sauf le mien et celui d'Efrain. J'ai tendu la main vers la bouteille, mais Gavin m'a devancé. Non, dit-il en souriant largement pour les invités. Ce n'est pas pour vous deux. La table a ri. Ce genre de rire gêné et oppressant que les gens utilisent quand ils savent que quelque chose ne va pas, mais ne veulent pas être celui qui le dit. Efrain avait juste baissé les yeux, plié sa serviette et hoché la tête comme s'il n'avait pas entendu. Mais j'ai vu la façon dont sa main s'est crispée. Il n'était pas faible, ai-je dit à voix haute. Il ne voulait simplement pas leur donner cette satisfaction. Efrain a plié le journal et m'a finalement regardé. Tu savais qu'il nous mettait à l'écart depuis longtemps, n'est-ce pas? Il n'a pas répondu tout de suite. Puis il a hoché la tête. Je voulais croire que le sang suffisait, dit-il. Il s'avère que le sang est la première chose qu'ils versent quand ils se sentent menacés. Ça a frappé plus fort que n'importe quel coup de poing. Parce que c'était vrai. La nuit de Noël n'était pas une éruption. C'était une finale. Des années de pression prudente, de dénigrement subtil, d'affection retenue, rien de tout cela n'était aléatoire, tout était planifié. Il a fait un geste vers la fenêtre. Le vignoble s'étendait tranquillement sous une légère couche de neige. Des rangées de vignes nues se dressaient comme des squelettes dans le froid du matin. Tu vois ça, dit-il. Chaque hiver, elles ont l'air mortes, mais les racines restent vivantes, en attente. En attente du printemps, ai-je terminé. Il a hoché la tête. C'est nous. Pour la première fois depuis des jours, j'ai souri. Pas grand, juste assez pour savoir que je le pouvais encore. Nous n'étions pas rejetés. Nous étions replantés. J'ai sorti la montre de poche de mon manteau et l'ai portée à mon oreille. Elle tic-taquait toujours. Le son ne semblait plus obsédant. C'était comme un rappel, un pouls. L'horloge ne ment pas, ai-je murmuré. Pas à lui, mais à moi-même. Efrain a repoussé sa chaise lentement, s'est levé, chancelant mais fier. Allons à la cave, dit-il. J'ai fait une pause. Maintenant? Il a hoché la tête. Il est temps que tu apprennes pourquoi je ne me suis jamais défendu. Je me suis levé aussi, le cœur battant comme si j'étais sur le point d'ouvrir une porte qui ne pourrait plus être refermée. Que veux-tu dire? Il m'a regardé droit dans les yeux, la voix basse et égale, parce que certaines batailles ne se gagnent pas en public. Elles se gagnent en silence. Je l'ai suivi dans l'escalier étroit, mes bottes grinçant contre le vieux bois. Le froid s'épaississait à mesure que nous descendions, la lumière d'en haut s'atténuant à chaque pas. L'odeur des fûts de chêne et du thym flottait dans l'air, encore moite avec une légère âcreté de raisin en fermentation. La cave s'étendait plus loin que dans mes souvenirs. Des rangées de tonneaux se dressaient comme des sentinelles silencieuses. Près du mur du fond, niché entre deux lourds casiers à vin, se trouvait un bureau en acajou usé, du genre qu'on s'attendrait à trouver dans un vieux bureau, pas dans une cave à vin. Et derrière lui, un coffre cerclé de fer. Efrain a fouillé dans la poche de son manteau et a sorti une petite clé en laiton. Sa main tremblait légèrement, mais la serrure s'est ouverte sans résistance. Le couvercle a gémi en s'ouvrant, révélant un dossier pas plus épais que quelques billets de banque. Jauni, légèrement gondolé sur les bords. Il l'a pris avec soin, comme un prêtre soulevant une relique. Ce sont les papiers qu'il croit ne pas exister, dit-il, sans me regarder. Il s'est dirigé vers le bureau et a posé le dossier à plat, puis l'a lentement ouvert. Mon nom me fixait. Rowan Derel, clairement inscrit à l'encre noire. La signature d'Efrain en dessous. La date, il y a 10 ans. C'était le testament original, dit-il doucement. Je t'ai tout donné, le vignoble, le domaine, les pleins droits sur le trust familial.
J'ai fixé la page comme si elle avait des dents. Mais ce n'est pas le testament qu'ils ont dans leur dossier, a-t-il poursuivi. 1 an plus tard, Gavin et Lorraine sont venus me voir. Ils ont dit que c'était une mise à jour mineure, quelque chose à propos des impôts. Je n'ai pas posé de questions. J'ai signé. Sa main a tourné à la page suivante. Une version du même document, mais cette fois la section de l'héritage était différente. Mon nom était barré, remplacé par Gavin et Lorraine Derel. Je n'ai pas parlé, je ne pouvais pas, ils m'ont manipulé, dit-il. Pas contrefait. Pire, ils ont tordu ma confiance. C'est plus difficile à réparer que de l'encre. Ma gorge s'est serrée. Ils ne m'ont pas seulement coupé de la famille. Ils m'ont effacé de l'histoire. Ephraim a hoché la tête. Le papier crée de puissants fantômes, Rowan. Mais les fantômes peuvent parler si vous savez où frapper. Cette phrase s'est accrochée à mes côtes. Elle me hantrait plus que n'importe quelle menace ne l'aurait jamais fait. Il s'est assis sur un tonneau voisin, soupirant comme si le poids d'une décennie s'était posé sur ses épaules. Après ma retraite, Gavin faisait rédiger des formulaires par son équipe juridique toutes les quelques semaines, toujours à la hâte. Signe juste ici, papa. C'est la routine. Je ne lisais pas chaque mot. Je lui faisais confiance. Il m'a regardé. Ils ont facilité les choses. Ont glissé des choses. Ont appelé ça de simplifier la succession. Je ne l'ai pas vu venir. Je me suis souvenu d'une visite cet été-là. J'avais conduit 2 heures pour le voir. Le garde de sécurité m'a arrêté au portail, a dit que mon grand-père se reposait. J'ai attendu 1 heure dans la voiture et je suis parti. Maintenant, je savais qu'il ne se reposait pas. Il était enfermé dehors, tout comme moi. J'ai serré la montre de poche, le métal froid s'enfonçant dans ma paume. Le tic-tac est devenu plus fort, comme s'il connaissait aussi la vérité. L'horloge ne ment pas, ai-je dit, plus pour moi-même que pour lui. Ephraim n'a pas bronché. Il m'a regardé, stable et silencieux. Je veux tout brûler, ai-je dit. Mais si je les combats maintenant, ils m'enterreront comme ils t'ont enterré sous la paperasse et le silence. Les yeux d'Ephraim ont vacillé. Alors ne les combats pas, fais-les venir à toi. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il a fouillé dans le tiroir du bureau et en a sorti une enveloppe scellée, épaisse, lourde, adressée d'une écriture soignée au conseil d'administration du domaine Derel. J'ai écrit ça il y a des années, je ne l'ai jamais posté. Je voulais voir qui pousserait assez loin pour franchir la dernière ligne. Je l'ai fixé. Tu as planifié ça? Il a secoué la tête. Non, je m'y suis préparé. Il y avait une puissance calme dans cette réponse. Il n'avait pas attendu pour frapper. Il s'était juste assuré que, le moment venu, il aurait la vérité de son côté. Il s'est de nouveau levé, plus lentement cette fois, et a regardé autour de la cave comme s'il la mémorisait. Cet endroit a été construit par des mains qui croyaient en quelque chose, dit-il. Ils sont partis maintenant, mais la croyance ne meurt pas avec le bâtisseur. Il m'a tendu l'enveloppe. Demain, nous allons en ville. Tu la remettras toi-même. J'ai hoché la tête, ma prise ferme. Et ensuite? Il a regardé la montre de poche, tic-tacant rythmiquement entre nous. Ensuite, le temps fait ce qu'il fait toujours, il expose les menteurs. J'ai glissé l'enveloppe dans la poche de ma veste juste avant de quitter la cave. Son poids n'était pas physique. C'était la connaissance à l'intérieur. Cette lettre était plus que du parchemin et de l'encre. C'était une preuve. C'était une trahison. Et c'était le premier coup dans une guerre qui avait attendu bien trop longtemps pour commencer. Au moment où nous avons atteint la périphérie de Denver, le soleil du matin avait fait fondre la plupart du givre du pare-brise. Ephraim était assis à côté de moi, silencieux, son regard fixé sur les bâtiments s'élevant comme des dents acérées à l'horizon. L'autoroute bourdonnait sous nous, mais mes pensées étaient plus bruyantes. J'ai assisté à des conseils d'administration où des fortunes se sont faites, ai-je murmuré, principalement pour moi-même. J'ai négocié des contrats avec des hommes qui pouvaient tuer des affaires d'un simple hochement de tête. Mais ça, j'ai l'impression de marcher vers un peloton d'exécution. Ephraim ne s'est pas tourné pour me regarder. Il a simplement dit, les hommes calmes effraient les menteurs. C'est tout ce qu'il a offert. C'était suffisant. Nous nous sommes garés dans un parking sur la 17e rue. De là,
ce n'était qu'une courte marche jusqu'à Derel-en-Son légal. Le même cabinet qui avait représenté notre famille depuis 2 générations. Ironique, vraiment. Le cabinet même payé pour protéger l'héritage familial était maintenant l'endroit où je livrais le premier clou dans son cercueil. À l'intérieur, le hall sentait le cuir et la richesse. Une jeune réceptionniste a levé les yeux à notre approche. Son sourire poli a vacillé quand elle a vu Efrain. J'ai besoin que ceci soit livré au conseil d'administration, ai-je dit, en posant l'enveloppe scellée sur son bureau. Avec effet immédiat. Elle a hésité, ses yeux tombant sur le nom griffonné d'une plume acérée sur le sceau. Efrain Durel. Sans un mot, elle a décroché le téléphone. Un instant plus tard, un homme corpulent en costume gris sur mesure est sorti d'un bureau latéral. Sa plaque nominative indiquait Malcolm Keane. Il avait l'air de ne pas avoir vu le soleil depuis des mois. Monsieur Derel, balbutia-t-il, la voix tremblante. On pensait que vous étiez mourant, a terminé Efrain pour lui. Vous allez souhaiter que je le sois. Il a poussé l'enveloppe sur le comptoir. Keane l'a prise à 2 mains comme s'il tenait une grenade dégoupillée. Je n'ai rien dit, mais j'ai vu la sueur perler derrière ses oreilles. Nous n'avons pas attendu. Nous nous sommes retournés et sommes sortis par où nous étions entrés. À un pâté de maison de là, nous nous sommes réfugiés dans un petit café qu'Efrain fréquentait avant sa retraite. La serveuse, une femme plus âgée aux yeux vifs et à l'énergie directe, l'a reconnu instantanément et nous a apporté du café sans un mot. La vapeur s'enroulait entre nous. J'ai rompu le silence. Regrettes-tu parfois de ne pas t'être battu plus tôt? Efrain a remué lentement son café, laissant la cuillère taper une fois contre le bord de la tasse. Le regret est un passe-temps de riche, dit-il. Je préférais la patience, et la patience achète le pouvoir. Je me suis penché en arrière, essayant de le comprendre, non seulement comme mon grand-père, mais comme l'homme qui avait laissé son propre fils le dépouiller de tout et qui avait attendu. Ils ont tout construit sur du papier, dit-il. Voyons comment il gère le papier qui se défend. C'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré. J'ai baissé les yeux. Clara. Mon pouce a plané, puis a appuyé. Allô. Sa voix était frénétique. Que as-tu fait? Je n'ai pas répondu. Papa crie, il menace de poursuivre le conseil. Il a dit que tu avais déposé quelque chose. Une sorte de lettre. Rowan, qu'est-ce qui se passe, bon sang? J'ai entendu du bruit en arrière-plan. Des voix qui s'élevaient. Du verre qui se brisait. Le testament est en cours de révision. Ils ont dit qu'Efrain l'avait changé. Il perd le contrôle. Elle a fait une pause. C'est vrai? J'ai dégluti difficilement, puis j'ai dit doucement. Il ne perd pas le contrôle. Il ne l'a juste jamais vraiment eu. J'ai mis fin à l'appel. Efrain n'a pas eu besoin de demander. J'ai hoché la tête une fois. La mèche est allumée. Nous sommes restés dans ce café une autre heure. Aucun de nous n'a beaucoup parlé. La tempête avait commencé, mais pour l'instant nous étions dans son œil, tout était étrangement calme. Dehors, la neige a recommencé à tomber. Pas la neige dure et aveuglante de la veille de Noël. Celle-ci était plus douce, silencieuse, une couverture, pas une arme. Elle adoucissait les contours de la ville, donnait l'illusion que les choses étaient calmes. Efrain a posé une main sur la mienne. Ne te mets pas à l'aise. La vraie guerre commence quand ils réalisent qu'ils ont déjà perdu. Je n'ai pas répondu. J'ai juste regardé par la fenêtre, observant les flocons fondre sur la vitre. Le tic-tac de la montre de poche, faible dans mon manteau. Alors que nous sortions sur le trottoir, en direction du garage, une voiture noire s'est arrêtée lentement de l'autre côté de la rue. Vitre teintée, carrosserie élégante, chère et silencieuse. Elle n'avait rien à faire dans ce quartier. La vitre arrière s'est abaissée d'1 centimètre. À l'intérieur, je l'ai vu. Gavin. Il ne criait pas cette fois. Il ne frappait pas du poing ou ne criait pas d'insultes à travers une table de salle à manger. Non, maintenant il était silencieux, concentré. Le genre de silence qui précède quelque chose de cruel. Il s'est penché juste assez pour murmurer à son chauffeur. Découvrez ce qu'il y a dans cette lettre et assurez-vous qu'aucun d'eux ne quitte la ville. Cette même nuit, après le café et après que la voiture de Gavin a disparu dans le brouillard de Denver, je nous ai ramenés au vignoble. Aucun mot n'a été échangé.
Efrain regardait juste par la fenêtre comme s'il comptait les ombres. Je n'ai pas dormi à nouveau. Le deuxième soir, les choses semblaient encore calmes. J'ai fait une promenade seule dans le vignoble. La neige avait cessé de tomber, mais elle s'accrochait aux vignes squelettiques comme une engelure sur un os. Sous la faible lueur de la lune, elle ressemblait plus à des cicatrices qu'à des cultures. Efrain se tenait sur le porche derrière moi, son manteau boutonné haut. Il n'a pas parlé jusqu'à ce que je remonte les marches. C'est calme, ai-je dit, osant presque ressentir la paix. Il a secoué la tête. C'est le bruit avant une tempête. Une seconde plus tard, mon téléphone a commencé à vibrer. D'abord, un email de l'ordre des avocats. Avis de suspension temporaire en attente d'examen. Puis, 3 appels manqués de mon ancien cabinet. Un message vocal de l'associé directeur. Vous devez clarifier cela immédiatement. Nous ne pouvons pas être entraînés là-dedans. Et puis le titre qui m'a glacé le sang. L'héritier de la famille Derel accusé d'exploiter un patriarche malade. Une guerre juridique éclate autour de la succession. Une chaîne d'information locale a diffusé un extrait de l'interview de Gavin. Il était impeccable, portait même une cravate bleu marine subtile, celle qu'il gardait toujours pour les relations publiques de crise. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour prendre soin de mon père dans ces dernières années, dit-il à la caméra, la voix tremblant juste ce qu'il fallait. Mais malheureusement, certaines personnes, même de la famille, voient la maladie comme une opportunité. Ils ont diffusé des images floues de moi entrant dans le cabinet d'avocat. L'angle donnait l'impression que j'entrais en douce. Efrain a éteint la télévision. Je suis resté assis là, à fixer l'écran noir comme si je pouvais y percer un trou. Ils sont plus rapides que ce à quoi je m'attendais, a-t-il marmonné. J'ai pris la télécommande et l'ai fracassé contre le sol. Des morceaux se sont éparpillés. Ils sont en train de me détruire, grand-père. Tout. Ma licence, mon nom. Je suis fini. Il n'a pas bronché. Il m'a juste regardé, calme comme toujours. Laisse-les faire. Un mensonge doit courir vite avant que la vérité ne le rattrape. Ça n'a pas aidé. Pas à ce moment-là. Pas quand les gens avec qui j'avais travaillé pendant des années transmettaient soudainement des déclarations à la presse disant « pas de commentaires ». Pas quand les journalistes encerclaient déjà notre portail. Je suis sorti en trombe. Efrain a suivi lentement. Le vignoble s'étendait devant nous comme un champ de bataille enseveli sous la neige. « Sais-tu pourquoi nous taillons les vignes en hiver ?» a-t-il demandé doucement alors que nous nous arrêtions au bord du champ. J'ai secoué la tête. Parce que les branches doivent saigner avant de devenir plus fortes. Tu coupes le poids mort, la maladie, les mensonges. C'est comme ça que le fruit sucré revient. Ça aurait dû sonner comme une de ces métaphores, de la sagesse de vieil homme. Mais en l'entendant dire ça comme ça, debout là, ça a fait mouche. Il ne parlait pas du vignoble. Il parlait de moi. Le lendemain matin, on a frappé à la porte. Un coursier. J'ai signé le formulaire, ouvert l'enveloppe. Une ordonnance restrictive déposée par mon propre père. Avec effet immédiat, je n'étais plus autorisé à m'approcher du domaine ou de toute propriété appartenant aux Derel. C'est comme ça que j'ai été légalement effacé des endroits où j'avais passé toute ma vie à essayer de gagner ma place. Cet après-midi-là, les messages ont commencé à arriver. D'anciens collègues, des camarades de classe, même Clara, froid, bref, d'un ton désolé, mais pas dans le sens. Désolé, nous devons suspendre la communication jusqu'à ce que l'affaire soit résolue. J'espère que tout s'arrangera pour toi. Bonne chance. Les gens ont une façon de réécrire l'histoire quand ça les arrange. Je me suis assis à la table de la cuisine, la lettre à la main, le cœur engourdi. Ils ont tout pris, ai-je dit à Efrain. Mon nom, mon travail, ma dignité. Il a posé sa tasse de thé, puis a sorti une petite clé USB de son manteau et l'a fait glisser sur la table. Pas tout. Tu as encore la vérité et moi. J'ai baissé les yeux sur la clé. Qu'est-ce que c'est? Des preuves, dit-il. Email, documents, fichiers audio, tout. Chaque mensonge qu'ils ont jamais raconté, documenté. Elle reposait dans ma paume comme une arme. Je l'ai fixée, puis la montre de poche posée à côté. La vérité et le temps, un dans chaque main. Je me suis levé, non pas de rage, mais en silence. Je suis sorti par la porte d'entrée et dans la cour enneigée. Je suis tombé à genoux.
pas par faiblesse. J'avais juste besoin de la terre, du froid, de quelque chose de réel. Ils n'arrêteront jamais, ai-je murmuré, en serrant la clé. Ephraim s'est placé à côté de moi, sans parler au début. Puis finalement, toi non plus. C'est là que je l'ai senti. Pas la vengeance, pas la rage, mais la détermination. Comme si quelque chose en moi avait finalement cessé de demander l'équité, la justice servie froide et nette. Je n'attendais plus. Je me suis relevé lentement, en mettant la clé USB à côté de la montre. Deux vérités tic-tacant dans le temps. Ce soir-là, alors que le soleil s'estompait derrière les collines, je me suis assis en face d'Ephraim une dernière fois. S'ils veulent une guerre, ai-je dit doucement, je leur en donnerai une, mais je la mènerai à ma façon. Il a fait un petit signe de tête comme s'il attendait ça. Alors, assurons-nous que tu la gagnes. Le lendemain matin, je ne me suis pas réveillé avec la lumière du soleil. Je me suis réveillé au son des sirènes devant ma porte. Ça a commencé comme un gémissement lointain, puis ça s'est rapproché comme une vague. J'ai tiré le rideau, et elles étaient là. 3 voitures de patrouille noires et blanches, une berline banalisée, des lumières rouges et bleues rebondissant sur les champs enneigés. Derrière elles, des journalistes, des microphones, des caméras, une frénésie alimentaire. Ephraim était déjà habillé, manteau enfilé, chaussures lacées. Il se tenait près de la cheminée, calme comme s'il avait su que cela arriverait. Quand on a frappé, ce n'était pas un tapotement. C'était une exigence. 2 officiers, l'un tenait un morceau de papier plié. L'autre, la main déjà posée sur sa ceinture. Rowan Derel ? J'ai hoché la tête. Vous faites l'objet d'une enquête pour fraude financière et abus de personnes âgées. Sortez, monsieur. Ma gorge s'est serrée, mais Ephraim n'a pas bougé de là où il se tenait. Il a rencontré mon regard et a parlé avec un poids mesuré. Fais ce qu'ils disent. La vérité ne panique pas, je ne me suis pas battu. Je n'ai pas argumenté. Je les ai laissés me menotter sur mon propre Porsche. Les flashs des appareils photo crépitaient comme des feux d'artifice. Le cliquetis du métal sur mes poignets était plus fort que n'importe quel titre qui a suivi. Mais les titres sont arrivés vite. À midi, j'étais le méchant préféré de la nation. Un petit-fils avide exploite un patriarche vieillissant, arrêté devant le domaine familial. À l'intérieur de la voiture de patrouille, je regardais droit devant moi. Le vignoble rapetissait dans le rétroviseur. Des rangées familières se brouillaient dans la distance grise. Ils voulaient m'enterrer. Ils avaient oublié que j'avais déjà été sous terre. Au poste, les questions sont venues par vagues. Implacables, répétées, chargées, de faux virements bancaires, des emails falsifiés avec ma signature, des extraits audio édités, l'un qui donnait l'impression que je menaçais Gavin. Ce n'était pas seulement de la vengeance. C'était une réécriture complète de la réalité. L'argent de Gavin avait acheté des scénarios, des acteurs et une scène. Maintenant, j'étais le premier rôle dans une pièce pour laquelle je n'avais jamais auditionné. Après des heures d'interrogatoire, ils m'ont relâché, en attente d'une enquête plus approfondie. Un avocat, payé discrètement par Ephraim, se tenait sur le trottoir, attendant. Je n'ai pas parlé de tout le trajet du retour. Quand nous sommes arrivés à la ferme, le ciel s'assombrissait déjà. Le monde avait basculé pendant mon absence. Ephraim était à la table, ordinateur portable ouvert, lunettes sur le nez. Quand je suis entré, il n'a pas levé les yeux. Tu ne pensais pas que je t'avais donné cette clé USB pour qu'elle prenne la poussière, n'est-ce pas? Il a appuyé sur la barre d'espace. Des images ont défilé, nettes, claires, horodatées. Gavin en caméra cachée, riant. Il signera n'importe quoi, il ne lit même plus. Lorraine. Tant qu'il pense que nous déplaçons de l'argent pour ses soins médicaux, nous pouvons tout transférer. Gavin à nouveau. Rowan est trop émotif pour jouer à ce jeu. Il criera. Nous resterons silencieux. Et personne ne croit celui qui crie. Je suis resté là, figé. Pas d'incrédulité. De détermination. Nous n'envoyons pas ça aux médias, ai-je dit. Ephraim a haussé un sourcil. Non. Non. Laissons-les continuer à parler. Puis laissons les preuves parler plus fort. Nous sommes restés debout toute la nuit. Pas de cris, pas de plan de vengeance, juste le silence et la stratégie. À 3 heures du matin, les vidéos,
cryptés et intraçables, ont été envoyés directement au conseil d'administration, au bureau de conformité du cabinet et à un email anonyme de lanceur d'alerte au sein de la propre entreprise de Gavin. Pas de communiqué de presse, pas de publication sur les réseaux sociaux, juste la vérité. Silencieuse et mortelle. J'ai éteint la lumière et j'ai murmuré dans le noir. Ils ont construit leur royaume sur des mensonges. Voyons comment il tient sans eux. Le lendemain matin, le vent avait tourné. D'abord, la déclaration du cabinet d'avocats. En raison de nouvelles preuves matérielles, nous suspendons toutes les actions en attendant une clarification juridique. Puis la fuite. Un message anonyme sur un forum d'éthique juridique. Les images, l'audio, les emails falsifiés alignés contre les originaux des archives des freins. À midi, c'était devenu viral. Pas à cause de moi, mais parce que quelqu'un dans le cercle de Gavin l'avait partagé. Peut-être qu'ils ont eu peur. Peut-être qu'ils en avaient marre de faire semblant. Ou peut-être qu'ils voulaient juste sortir avant que la maison ne s'effondre. Les médias qui m'avaient crucifié se sont maintenant précipités pour réécrire le récit. De nouvelles preuves révèlent une conspiration plus profonde dans la saga de la famille Derel. Qui est vraiment Rowan Derel? Le cabinet de Gavin a publié un « pas de commentaires ». Lorraine a disparu de toutes les plateformes publiques. Le site web de leur fondation a été mis hors ligne. Ce n'était pas une victoire, pas encore. Mais c'était le silence, et cette fois, c'était le leur. Ce soir-là, je me suis assis sur le porche. Le vignoble s'étendait devant moi, calme, tranquille. Les vignes se moquaient de qui mentait ou de qui régnait. Elles enduraient simplement. Ephraim est sorti avec 2 tasses de thé. S'est assis à côté de moi sans un mot. Il s'effondre, ai-je dit. Il a pris une lente gorgée. Il s'effondrait déjà. Nous avons juste arrêté de les soutenir. Le ciel était lavande au crépuscule. Quelque part dans les collines, un hibou a appelé une fois, bas et lointain. Puis mon téléphone a sonné. Clara. Sa voix tremblait, presque distante. Papa est parti. Je me suis redressé. Que veux-tu dire par parti? Il a quitté le domaine. Il a pris quelque chose du coffre-fort avant de disparaître. Qu'a-t-il pris? Elle a fait une pause, a dégluti. Ils disent que ça porte ton nom. Je me suis levé, l'air plus froid maintenant que quand je me suis réveillé. Alors cette tempête n'est pas encore terminée. La fois suivante où j'ai vu mon père, ce n'était pas dans une salle d'audience. C'était à un enterrement. Une pluie froide tombait sur Denver alors que nous arrivions à la cathédrale. Les arches de pierre se dressaient comme des gardes solennels, usées par le temps mais inébranlables. Les cloches sonnaient lentement, leurs échos creux, comme un souvenir que l'on essaie d'oublier mais que l'on ne peut pas. Je suis resté dans l'entrée pendant une longue minute, mon manteau dégoulinant, le col relevé plus par habitude que par style. Ephraim était à côté de moi dans un fauteuil roulant à nouveau, non pas parce qu'il en avait besoin, mais parce que la perception comptait toujours. Les gens respectaient plus un aîné en fauteuil roulant qu'un homme debout avec une puissance tranquille. L'endroit était plein. Des costumes, des voiles, des parapluies encore pliés sous les bancs. Des visages que je n'avais pas vus depuis des années. Réunis maintenant pour pleurer un homme qui portait des masques mieux que quiconque. Sur l'autel, un écran massif diffusait un montage en lumière douce. Gavin riant avec des donateurs, coupant des rubans, donnant des cadeaux de Noël à ses petits-enfants. La voix d'un narrateur le qualifiait de pilier de la communauté, d'homme de vision, de père dévoué. J'ai à peine cligné des yeux. Même dans la mort, ai-je marmonné. Il réécrit l'histoire. Ephraim n'a pas détourné les yeux de l'écran. Alors réécrit la fin. Nous nous sommes assis à l'arrière. Aucun de nous n'a prié. L'éloge funèbre s'est éternisé. Trop poli, trop chorégraphié. Personne n'a pleuré. Il s'essuyait les yeux comme des acteurs terminant une matinée. Puis est venu le rebondissement. L'avocat de la famille est monté sur le podium, tenant une télécommande dans sa main tremblante. Il y a un dernier message que Gavin a demandé à partager. Si ce jour devait arriver. Il a appuyé sur le bouton. Le visage de Gavin est apparu à l'écran. Plus mince, plus pâle que la version du montage, mais tout aussi contrôlé. Il a regardé directement dans la caméra. Si vous regardez ceci, a-t-il commencé, alors j'ai tout perdu. Mais je dirai ceci. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger mon nom, mon héritage.
J'ai fait des choix avec lesquels d'autres ne sont peut-être pas d'accord, mais je les ai faits pour ma famille. Il a fait une pause, a siroté un verre juste hors champ. Je n'ai jamais demandé le pardon. Je demande seulement que ma version soit rappelée. Et puis l'écran a vacillé. La salle s'est agitée. Quelques têtes se sont inclinées. La vidéo a repris, mais le ton avait changé. Le même angle de caméra. La même pièce. Mais Gavin était maintenant affalé. Cravate desserrée. Verre à moitié renversé. Il a marmonné à la caméra, sans savoir qu'elle tournait toujours. Il a signé tout ce que je lui ai donné. Le vieil homme n'a même pas demandé. Et Rowan, il a eu sa chance. Trop mou. Toujours à penser avec son cœur. N'a jamais appris. Si tu veux rester au sommet, tu dois frapper en dessous de la ceinture. Son rire. La voix de Lorraine, faible en arrière-plan. Tu penses qu'ils le découvriront un jour? A-t-elle demandé. Peu importe. Le temps qu'ils le fassent, je serai trop loin pour m'en soucier. Puis une autre voix. Celle d'Efrain, claire et calme. Tu as oublié, Gavin. Tu as laissé la caméra tourner. La salle est tombée dans un silence de mort. Un hoquet a retenti depuis le premier rang. Lorraine a laissé tomber son sac à main. Sa tête est tombée dans ses mains. Les journalistes ont tâtonné avec leur téléphone, essayant de ne pas être évident. Je me suis levé, pas de colère, pas pour faire un spectacle, mais parce que quelqu'un devait le faire. Ils ont dit que j'exploitais un mourant, ai-je dit, en balayant la salle du regard. On dit que j'avais falsifié des papiers, menacé ma famille. Mais vous avez tous vu à quoi ressemble la vérité. Elle ne crie pas, elle attend juste. J'ai regardé l'écran. L'image de mon père s'est figée sur la dernière image. Mi-sourire, mensonge complet. Il a dit au monde que j'étais un voleur, ai-je ajouté. Mais la vérité ne pourrit pas. Elle nous survit. Je n'ai plus parlé. Je n'en avais pas besoin. Efrain est resté assis, les yeux fermés comme s'il écoutait quelque chose au-delà des mots. À la tombée de la nuit, c'était partout. L'aveu, le pépin technique, le scandale, les présentateurs de nouvelles bafouillaient les titres en essayant de défaire des semaines de manipulation. Une vidéo explosive secoue les funérailles de Derrel. D'accusé à venger, la rédemption de Rowan Derrel. L'équipe juridique d'Efrain a publié la vidéo complète. Chaque image, chaque voix, chaque horodatage. Elle ne pouvait pas être montée, ne pouvait pas être manipulée. C'était brut, final. Le testament falsifié a été annulé dans les 24 heures. Le domaine, le vignoble, la propriété de Denver, même les droits sur le nom de la fondation Derrel, tous mes revenus. Mais je n'ai pas célébré. Je suis sorti de la cathédrale seul. La pluie n'avait pas cessé. Chaque goutte semblait plus lourde qu'elle n'aurait dû. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas ressenti de soulagement, juste du calme. J'ai gagné, ai-je murmuré à personne. Alors pourquoi ai-je l'impression d'avoir enterré plus d'un homme aujourd'hui? Derrière moi, la voix d'Efrain est venue comme un écho lent. Parce que tu n'as pas seulement perdu un père, Rowan. Tu as perdu l'illusion d'un. Dehors, le vent fouettait les marches de marbre. J'ai fouillé dans mon manteau et j'ai sorti la vieille montre de poche. Celle qu'Efrain m'avait donnée cette nuit-là dans la cave. Elle tic-taquait, régulière, inébranlable. Tu avais raison, grand-père, ai-je dit à voix basse. Le temps expose les menteurs. Je ne l'ai pas remise dans ma poche. Je l'ai laissée tic-taquer dans ma main. Cette nuit-là, de retour au vignoble, nous nous sommes assis près du feu. Le même endroit où je m'étais effondré une fois après qu'il m'ait chassé. Même flamme, homme différent. Qu'est-ce qui se passe maintenant, ai-je demandé doucement. Efrain n'a pas répondu tout de suite. Il a fixé le feu comme s'il lui devait quelque chose. Maintenant, dit-il enfin, tu reconstruis. Mais cette fois, pas pour eux, pour toi. Nous n'avons plus parlé. Nous n'en avions pas besoin. Le feu crépitait, chaud contre la tempête dehors. J'ai regardé dans les flammes et j'ai demandé doucement. Tu penses que les morts reposent en paix, grand-père? Il n'a pas bronché, a juste regardé droit devant lui. Seulement ceux qui ont fait la paix, a-t-il répondu. Les autres continuent de regarder. Je pensais que c'était fini jusqu'à ce que je trouve la dernière lettre cachée dans son cercueil.
Une semaine s'était écoulée depuis les funérailles. Les camions des médias étaient partis. Les gros titres s'étaient estompés aussi vite qu'ils avaient éclaté. Autour du vignoble, la neige a cédé la place à un sol en dégel, révélant des parcelles de verre comme de timides commencements. Tout était plus calme, sauf en moi. Les journées étaient remplies de paperasse, de réunions de règlement et de la poignée de main occasionnelle de quelqu'un qui évitait autrefois mon regard. Je gérais les affaires quotidiennes du domaine. Ephraim se reposait davantage, toujours vif, mais son énergie baissait comme à la fin d'une longue récolte. Nous ne parlions pas beaucoup, mais il remarquait toujours. « Tu as l'air d'un homme qui attend encore un verdict », a-t-il dit un soir alors que nous partagions les restes de soupe près du feu. « Peut-être que je le suis », ai-je répondu, ne sachant pas de qui ou de quoi. Cette nuit-là, Clara est arrivée à l'improviste. Elle avait l'air différente, plus douce, pas brisée, juste fatiguée d'une manière que je comprenais. Elle a tendu une petite enveloppe scellée de cire noire. Ils l'ont trouvée dans le cercueil de papa. L'avocat a dit qu'elle t'était adressée. Je l'ai fixée un moment. Mes doigts ont effleuré le seau de cire, le vieil écusson familial à peine lisible sous le temps et la pression. Je l'ai brisé sans cérémonie. À l'intérieur, une seule feuille de papier épais, l'écriture de mon père, inclinée, précise, fière, même dans son dernier souffle. Rowan, j'ai passé ma vie à essayer de prouver que je n'étais pas faible comme mon père ou toi. Mais je vois maintenant que j'ai confondu la gentillesse avec la faiblesse. Quand je t'ai frappé cette nuit-là, je ne te punissais pas. Je punissais la partie de moi qui n'a jamais appris à aimer sans contrôle. Tu es plus fort que je ne l'ai jamais été. Prends soin du vignoble. Il mérite un homme meilleur que moi. Papa. Je l'ai lu une fois. Puis une autre. Mes mains ne tremblaient pas, mes yeux ne se sont pas embués. J'ai juste expiré, un souffle qui avait attendu des décennies pour sortir. Ephraim m'a trouvé près de la fenêtre, tenant 2 verres de vin. Il m'en a tendu un et s'est tenu à côté de moi en silence. Nous avons regardé les vignes dehors, leurs contours argentés par le premier gel. Qu'a-t-il dit ? A-t-il demandé doucement. Il a finalement dit la vérité. Et est-ce que ça change quelque chose ? Peut-être pas le passé, mais ça me change moi. Nous n'avons pas trinqué. Nous avons juste siroté comme des hommes qui en avaient trop vu pour perdre du temps à faire semblant. Plus tard dans la nuit, je suis sorti dans le vignoble, la lettre pliée dans mon manteau. Le froid ne me dérangeait pas. Je me suis arrêté près d'une vigne au centre du champ, la même à côté de laquelle Ephraim s'était tenu une fois quand il m'avait appris les racines et le gel. Je me suis agenouillé, j'ai creusé un trou peu profond avec ma main et j'ai placé la lettre à l'intérieur. Je l'ai recouverte doucement. Que quelque chose de bon pousse de ça, ai-je murmuré. En me relevant, la montre de poche dans mon manteau a cliqué une fois, plus fort que d'habitude, comme si elle avait aussi retenu son souffle. Les semaines ont passé. Le printemps est arrivé comme un vieil ami qui rentre à la maison. Le vignoble s'est réveillé. De nouvelles pousses, de nouveaux travailleurs, de nouveaux rythmes. Les médias sont passés à des scandales plus frais. Nous avons rouvert la salle de dégustation. Pour la première fois depuis des années. Nous avons appelé la nouvelle gamme de vins, seconde récolte. Lors de la cérémonie d'ouverture, j'ai dit quelques mots. Rien de grandiose. Certains héritent de l'argent, d'autres héritent du silence, mais le meilleur héritage est le courage de recommencer. Ils ont applaudi doucement, respectueusement. Pas d'acclamation, juste de la chaleur. Plus tard dans la soirée, j'ai marché seul jusqu'à l'extrémité du champ. Pas de fanfare, pas de flash, juste le ciel, les vignes et ce tic-tac silencieux dans ma poche. J'ai levé les yeux vers les étoiles. Le temps expose les menteurs, ai-je dit doucement. Mais il pardonne aussi aux survivants. Une brise a agité les vignes. Pendant une seconde, j'ai juré les avoir entendus répondre. J'ai souri et je suis rentré à la maison. Grand-père avait raison. Le silence ne signifie pas la faiblesse. Parfois, c'est le son de la victoire.